Bonjour les amis et bienvenue sur l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Aujourd'hui, nous allons accueillir Abderrahim Ben Moussa, chercheur dans notre beau pays du Québec. Il est biologiste cellulaire et donc fait des recherches contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. Tout un programme. Salut à toi. Bonjour Jérôme, ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Bah ouais, ça fait quelques années qu'on s'est pas vu. On en Ah oui? parlait tout à l'heure, 7 ans. Ouais, ça fait long, mais ça passe vite. Ça Ça ne passe rajeunit vite. pas comme on dirait, mais Tu- ça fait extrêmement plaisir de te revoir et de te reparler. Bah moi aussi, tout le plaisir est pour moi. J'avais une première question à te poser qui est plutôt bête au final. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir de France en fait pour le Québec pour aller chercher à l'étranger? Alors c'est une question, ouais, c'est pas une question bête déjà, c'est une question pertinente parce que ça fait un parcours spécial en général, mais je te dirais que moi l'objectif n'a jamais été vraiment d'aller chercher ailleurs. Moi j'ai toujours été sur ce qui m'intéresse. Et donc j'ai toujours suivi ce qui m'intéresse, peu importe où c'est, peu importe ce qui se passe. Et donc quand j'étais en maîtrise, je travaillais sur des petites molécules qu'il y a dans le corps là, qui permettent de réguler les cancers et puis comment ils résistent à la chimiothérapie. Puis je trouvais un projet sur différents réseaux, là, en farfouillant un peu partout, de doctorat qui lui portait sur ces petites molécules-là spécifiquement, mais dans un autre contexte. Puis je trouvais le projet intéressant, je dis bah j'ai contacté le chercheur en question, on a fait un entretien comme ça. À l'époque, c'était sur Skype, Zoom n'existait pas encore. Et puis l'entretien s'est bien passé. Puis il m'a proposé de venir au Canada faire un. Donc je dirais que c'est vraiment. De toute façon, ça a toujours été ma philosophie, hein, que ce soit dans mon poste actuel ou celui passé. J'ai jamais été sur stratégie ou je sais pas quoi. C'est vraiment. Si c'est intéressant, j'y vais. Si c'est pas intéressant, j'y vais pas. Puis peu importe où c'est. Let's go. Après, je te dirais que le contexte relatif, je dirais, de financement de la recherche en France m'a poussé quand même à me dire que j'aurais plus de chances ou plus d'opportunités là-bas. Une fois que la situation était posée, on fait les calculs rapidement, les financements, la façon dont la recherche est faite, et puis les mesures de productivité, même si j'aime pas l'idée, sont quand même plus élevées au Canada. Donc au final, une fois que l'opportunité existe, si l'opportunité tu l'as, tu vas. Ouais, tu te poses pas de questions au final. Ouais, ok. Ça a été difficile de te détacher de ton pays ou au contraire ça s'est fait simplement et. Ça, c'est toujours la base. C'est toujours une question de comment tu es attaché à la base et comment tu te détaches. Je dirais que moi, premièrement, je suis né en Algérie, moi, à la base. Donc, je me suis déjà détaché d'un pays lorsque j'avais 10 ans. J'avais déjà l'expérience comme on dit, de déracinement, puis d'intégration dans un nouveau contexte. C'est pas quelque chose qui était nouveau pour moi de base. Puis, mine de rien, même lorsqu'on est, on est tous posé à l'endroit, puis on bouge en général pour aller dans une autre ville pour étudier, peu importe, même lorsqu'on est en France, ça correspond à un mini déracinement. Puis quand je suis bougé moi j'étais à Cherbourg à la base, puis je suis parti à Caen, c'est là où on s'est retrouvé à l'époque, bah là aussi c'est une autre façon de déplacement, une autre façon de s'intégrer. Donc cette expérience-là, quand tu l'as et que tu as un petit peu, comme tu disais, on va reprendre le titre, quand tu as l'esprit un peu ouvert, c'est pas si compliqué de s'installer. Maintenant, effectivement, c'est quand même plus compliqué de se détacher parce que tu as des réseaux personnels, professionnels, tu as une façon, un rythme de vie. Et c'est strictement différent d'être au Canada. Beaucoup de gens s'imaginent d'aller au Québec parce qu'ils sont francophones. C'est pareil que d'être en France, mais avec les avantages, entre guillemets. C'est un autre monde. C'est vraiment pas du tout la même culture, c'est pas le même rythme de vie, c'est pas du tout les mêmes, juste les mêmes approches vis-à-vis des gens. Les gens sont adorables à plein d'égards, mais c'est pas du tout la même relation que tu utilises avec les gens. Tu n'iras jamais chez personne va te dire viens chez moi prendre l'apéro par exemple. Ça n'existe pas. C'est pas non chez les gens, c'est chez eux. C'est leur espace personnel. Si t'invites, c'est structuré. Ce sera le mercredi 18 à telle heure, entre telle heure et telle heure, et quand c'est fini, tu rentres chez toi. Il n'y a pas le côté ça veut pas dire qu'ils sont moins chaleureux. Ils ont plutôt la culture de si tu veux faire une sortie comme ça improvisée, tu vas au bar ou tu vas dans un café ou tu vas dans...
le côté chez eux, c'est vraiment particulier, parce que c'est culturel, là. Mais donc, tu vois, ces petites choses-là, ça peut être pris comme, ah, on est un petit peu plus froid ou pas, mais en fait, non, absolument pas. C'est juste notre façon de gérer les cultures. Personne ne scalabise, ça n'existe pas. C'est des... Ça peut, mettons, mais mettons que ça dépend des villes. Dans les villes, moi j'étais à Québec quand je suis arrivé, donc là c'est une vraiment petite ville très particulier parce que au Québec, par exemple, la plus grosse ville n'est pas la capitale. Du coup, non, la plus grosse ville c'est Montréal, alors que la capitale c'est Québec, et donc à Québec, c'est une ville de fonctionnaires, comme qui dirait, avec des horaires de fonctionnaires, les heures se terminent, les magasins ferment à 19h, 20h. Montréal, t'as la même chose, les magasins ferment ou pas. Le samedi, le dimanche, minuit, tu fais ce que tu veux. Tout est vivant tout le temps, et donc c'est elle la plus grosse ville. Et donc quand tu es à Québec, forcément, c'est bien plus rigide parce que les gens, ils ont leur vie de famille, c'est plus compliqué de... Ils ont vraiment des horaires de fonctionnaires, là, comme tu dirais. Alors qu'à Montréal, c'est plus loose, comme tu dirais, et c'est plus multiculturel aussi, donc ils ont plus un petit peu de... Quand on fait un apéro, comme que tu dirais, version française, on va faire un apéro, on va se poser quelque part, et puis on voit ce que ça donne. Version québécoise, on fait un 5 à 7, c'est-à-dire on se retrouve de 5h à 7h. Donc, de base, dans la terminologie, il y a déjà la structure qui est posée sur comment tu gères les... euh, donc, si quelqu'un part à 7h, ou tout le monde part à 7h, tout va bien. C'était prévu, c'était écrit dans son nom. Ça dure encore après, c'est pas un problème. Mais, je dirais que si t'étais à Québec, le 5 à 7, il s'arrête à 7h. Si t'es à Montréal, il peut continuer à... évidemment plus tard. Mais tu vois, c'est toutes ces petites choses qu'il faut comprendre que c'est pas contre toi, c'est pas personnel. Si quelqu'un se part à 7h, tu prendrais mal ou pas. C'est vraiment pas personnel. Ou si personne t'invite, ou si quelqu'un te dit, tu dis viens chez nous prendre l'apéro, il te regarde bizarre. C'est pas que c'est étrange. Oui, pour toi c'est bizarre, mais en réalité c'est la façon d'être. Et donc, pour revenir à ta question initiale de est-ce que c'est difficile de se détacher comme ça. Ce qui est difficile, c'est juste au début de comprendre comment les choses sont et de venir, toi, s'insérer là-dedans avec ce que tu peux apporter, mais en ne prenant pas mal les spécificités culturelles, je te dirais, du coin. Ok. Ok, merci de cette réponse. Ouais, c'est intéressant déjà le mix des cultures. Ouais. Avant de rentrer dans le détail de ta profession, je commence toujours sur cette petite question parce que je la trouve au final très intéressante et souvent riche de sens, qui est qu'est-ce que entreprendre en fait pour toi? Toujours une grande question. Entreprendre, c'est toujours... Je vais essayer de déstructurer un petit peu la question en elle-même, mais sans rentrer dans trop de détails, comme je te dirais. Pour moi, entreprendre, premièrement, c'est déjà avoir un projet. Il n'y a pas d'entreprise quelconque, peu importe qu'elle soit entreprise professionnelle, qu'elle soit une association, c'est une forme d'entreprise, que ce soit juste un projet de recherche. Quand tu fais un projet de recherche scientifique, c'est une forme d'entreprise. C'est-à-dire que tu vas avoir un objectif que tu vas structurer ensuite selon un plan que tu vas conduire avec forcément, tu vas falloir une forme de financement, il y a des gens qui vont être investis dedans. Donc peu importe le forme de ton entrepreneuriat, comme je te dirais, au final, il faut qu'il y ait un projet. Et le projet, lui, il doit être défini d'avance, non pas simplement en disant j'ai une idée puis je veux la faire, mais plutôt sur j'ai un problème que j'ai bien défini, et à partir de ce problème, je essaye de proposer une solution. Et c'est ça le projet. C'est-à-dire que il est très rare qu'on ait des projets qui ne répondent pas à des problèmes, parce que c'est un petit peu ce qu'on fait tous les jours. En tant qu'humain, même en tant que chercheur, c'est d'essayer de résoudre des problèmes. Donc, pour moi, entreprendre, ça commence par bien comprendre la situation pour tracer un problème. Ensuite, à partir de ça, essayer de comprendre qu'est-ce que nous, avec nos compétences, on peut apporter comme solution à ce problème-là. C'est pas obligé d'être un problème médical comme nous on le fait spécifiquement, mais ça peut être un problème par exemple de communication entre les gens. Dans ce cas-là, tu vas essayer de comprendre toi quels sont tes skills que tu peux venir apporter, sous quelle forme. Et donc à partir du moment où tu as bien compris le problème et que toi tu as une idée de comment apporter la solution, entreprendre ça va être venir premièrement créer une infrastructure pour rassembler des gens. C'est comme ça que moi je définirais l'entreprise en général. C'est la création d'une infrastructure. Par infrastructure, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être
l'infrastructure genre, légale, être une association, être une entreprise. Ça peut être une infrastructure, mais ne serait-ce que des outils, par exemple un site internet, c'est une infrastructure. Et donc une fois que tu as créé l'infrastructure, l'idée pour moi, entreprendre, c'est vraiment rassembler des gens dans cette infrastructure pour aller suivre le plan qui a été posé pour répondre à un problème. C'est la définition que je pourrais poser. Ouais, c'est pas mal, la définition me plaît bien. Et ouais, j'en profite juste pour faire un petit pic. Donc toi, selon ta conception de l'entreprendre, tu peux pas être tout seul. Ou est-ce qu'il faut être absolument deux? Dans tous les cas, tu peux entreprendre tout seul. Quand je dirais rassembler des gens, c'est que tu te rassembles tout seul. C'est simplement que je pense qu'on a un temps limité et qu'on a un set de skills qui n'est pas forcément limité. Tu peux apprendre beaucoup de compétences, mais de mon expérience sur tous les projets que j'ai pu jouer, on va beaucoup plus vite, mais exponentiellement plus vite, si on arrive à rassembler des gens autour d'un projet. C'est-à-dire que moi, je serais capable, par exemple, d'aller. Je l'ai fait d'ailleurs. Je me suis retrouvé à apprendre à devoir apprendre à coder là, en informatique pour développer des skills. Ben, ça m'a pris beaucoup plus de temps d'acquérir ces compétences-là, puis ensuite de pouvoir les mettre en place sans avoir ces petites nuances de du coup j'ai perdu beaucoup de temps. Et donc je pense que tu peux parfaitement entreprendre tout seul, c'est juste que tu vas devoir investir beaucoup plus de temps que si tu étais deux. C'est pas additif, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on est deux qu'on va prendre 2 fois moins de temps. Si on est deux, on peut prendre 3, 4 fois moins de temps parce qu'on a des compétences qui peuvent se chevaucher. Si on est trois, ben, évidemment ça monte. Après, on peut évidemment commencer tout seul, parce qu'en général, c'est comme ça que ça commence. Et on commence, et là où je pense que c'est le plus important lorsqu'on est tout seul, c'est de commencer par faire l'infrastructure, parce que ça, on peut le faire tout seul. Créer l'infrastructure, l'association, l'entreprise, créer le site internet ou le blog, c'est tout ce qui permet vraiment de venir ensuite plugger des gens, apporter leurs compétences. Ça, tu peux le faire tout seul. Et donc, tu commences ton entreprise, définir le problème, définir la vision vers où tu vas. Tout ça, c'est la partie de l'entreprise que tu peux faire. Par contre, l'implémentation, je pense qu'on gagne à avoir des gens de notre côté. Et surtout, bah, en fait, les gens sont compétents, ils sont là, ils sont en général de bonne volonté lorsqu'ils sont intéressés par la vision, le problème à résoudre. Et ça serait bon perdre beaucoup de temps à essayer d'acquérir beaucoup de compétences au lieu d'agir sur la solution. Donc moi j'ai certaines compétences, toi tu en as par exemple. Si on avait un projet ensemble, bah moi j'aurais pas besoin d'apprendre tes compétences pour essayer ensuite de les mettre en place et de faire les miennes. Je pourrais me concentrer sur ce que je peux faire. Je suis très content d'apprendre aussi si je devais apprendre en faisant avec toi. C'est ça qui est bien lorsque il y a des petites équipes qui entreprennent ensemble, c'est qu'il y a un échange, il y a une diffusion des compétences, mais on ira quand même plus vite à deux que à un et plus vite à plusieurs que tout seul. D'accord, ouais, il y a un côté exponentiel là-dedans. Ouais, ouais. Nous, dans notre passif en commun, je dirais, on a un peu l'improvisation théâtrale. Et au final, ouais, ça résume un petit peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que bah, dès qu'on est deux, il y a confrontation d'idées, et donc on est obligé d'accepter l'autre. Pour pouvoir avancer. On n'a pas le droit de refuser ce qu'il dit pour faire une improvisation. Donc c'est la seule règle je dirais, du théâtre d'impro. Mais voilà, oui, à plusieurs, forcément, bah, se rajoute des idées et fait un tout auquel qu'on n'aurait pas pu y aller tout seul au final. Oui, tout à fait. Pas simplement l'implémentation de prendre un plan et de l'appliquer ensemble, mais effectivement d'avoir différentes perspectives. C'est vraiment l'une des forces les plus solides parce que moi j'ai ma vision, puis je sais où je veux aller dans un projet par exemple, puis il y a un nombre innombrable de projets, enfin innombrable pour le coup parce que je n'en ai pas fait des millions, mais parmi tous les projets que j'ai menés, je dirais il y a 80-90% qui ont fini à des endroits auxquels je ne me serais pas attendu, ou en tout cas qui n'auraient pas été aussi loin, ou si j'avais pas eu la perspective d'autres personnes avec qui j'ai collaboré, des chercheurs de différents niveaux, mais aussi dans mes associations auxquelles j'ai travaillé, parce que cette vision, cette confrontation d'idées-là, mais aussi simplement la perspective, quand on parle de perspective, c'est comme en photo, selon où tu te positionnes, t'as pas la même vision, ne serait-ce que même du problème en lui-même. Et tu sais, quand je te disais qu'entreprendre, c'est partir d'un problème et ensuite construire tout le reste pour y arriver, ben, si t'as qu'une seule vision du problème, il se peut très bien que ta solution soit aussi mono-visuelle, comme que je pourrais dire. Et dans ce cas-là, si tu n'es pas avec d'autres personnes, même dès le début, tu pourrais
y aller comme ça en traçant, mais en fait faire comment on dit en anglais, un one size fits all, c'est genre un produit ou une solution qui est genre unique, mais qui va marcher peut-être pour 5% des personnes. Et donc c'est problématique parce que ça veut dire que toi tu as de très bonne volonté, mais peut-être qu'on n'aurait pas vu l'autre angle qui fait que ça va être applicable à plus large échelle. C'est pour ça que même des premières étapes d'entreprise, par exemple, je pense qu'avoir plusieurs visions de plusieurs personnes pour bien comprendre le problème, je pense que c'est Einstein qui disait passe 55 minutes à comprendre le problème mais 5 minutes à le résoudre lorsque j'ai 1 heure pour résoudre un problème. C'est l'idée, c'est bien comprendre le problème qui est essentiel là-dedans. Et ça, bien comprendre, le faire tout seul, tu n'as que 2 yeux et tu as un nombre limité d'années dans ta vie pour comprendre un problème, et peut-être que moi j'y ai pensé, peut-être qu'un tel autre y a pensé différemment. Une fois qu'on a tout mis ensemble, on a peut-être plus une vision additive un petit peu de c'est quoi le vrai problème et quelles sont les solutions. Parce que des fois, toi, tu as une solution qui dit vachement bien marcher. Mais en fait, elle va marcher qu'en France. Parce que toi, tu n'as que l'expérience de la France. Et moi, tu l'emmènes, tu essaies de l'appliquer au Québec, rien du tout. Parce que ça marche pas. Culturellement parlant, utiliser telle ou telle façon de faire, ça marcherait pas. Et donc, tu sais, à toutes les étapes, finalement, cette vision-là de confronter les visions, juste d'avoir une ouverture d'esprit, on reste toujours dans la thématique, là, ben, c'est constructif, c'est même plutôt essentiel. Et c'est encore plus essentiel d'avoir de la diversité là-dedans. Moi, j'ai eu des collaborateurs qui venaient d'Afrique, par exemple, qui venaient d'Asie ou des États-Unis. Puis ils ont absolument une autre façon de voir les choses. Et des fois, j'étais là, mais c'est vrai, c'est génial. Et des fois, eux-mêmes, ils ont juste une certaine bribe. Moi, j'ai une bribe, mais ensemble, waouh, ok, on tient quelque chose. Et ça, c'est encore plus essentiel. Donc la diversité là-dedans s'ajoute. Donc il ne faut pas juste être plusieurs, mais plusieurs clones. Là. Des gens qui s'entendent ensemble, qui sont amis ou qui sont. C'est très bien, mais en général, d'avoir des gens qui ont aussi des expériences différentes, qui sont totalement séparés culturellement parlant, ça peut être encore plus enrichissant pour ça parce qu'ils vont avoir une autre vision. Donc plus t'as une. Moi j'ai toujours cette image de. Imagine, tu as une immense statue dans une salle, immense. Et puis chacun ne peut voir que par un petit orifice quelque part dans une porte, tout autour. Et donc moi je vais regarder un pied là, puis je vais dire bah tu sais la statue c'est un pied, puis je vais construire toute mon affaire autour d'un pied. Toi tu vas voir un bout de main. Pour toi c'est une main si tu veux. Il y a que qu'en regardant tout le monde de partout là qu'on va voir qu'en fait c'est une statue d'une personne debout. Et donc si on n'a que des briques de vision, ça marche pas. Et surtout si on voit tous du même côté, si moi je me mets, tu mets à côté de moi et toi aussi tu vois un pied, bah, on va tout faire autour de ce pied là. Alors que si t'es vraiment loin de moi, si on se connaît pas, ou en tout cas on a une vie différente, je pense que t'as plus de chances d'avoir une vue globale du problème. Ouais, bah c'est complet, c'est totalement vrai au final ce que tu dis. Moi, je trouve que c'est très important. Je sais pas pourquoi il y a une mode en France où il faut quand on fait une création d'entreprise, c'est secret, faut se cacher, faut pas exprimer en fait, faut faire son business plan en cachette avant de lancer le projet parce qu'on pourrait nous piquer l'idée. Ah ouais, bah tu vois, c'est Il y en un a, autre monde parce que ouais. Alors c'est pas le cas de tout le en monde fait, et heureusement, hein, mais il y en a certains, c'est ça, et c'est dommage vu qu'au final, bah, on n'a pas la vision des autres. Est-ce que notre question de base, qui est la question qui va apporter une solution au niveau de l'entreprise, bah, est-ce qu'elle est pertinente au final? Moi, je peux me la poser, mais est-ce que l'autre se la pose? Ça se trouve, il mais moi existe je déjà des me solutions, quoi. Ça, je te dis tout de suite au Québec. Mais moi, je me demande si c'est pas c'est tout à fait l'inverse. C'est si tu as une idée, un projet, partage-le au maximum. Parle-en au maximum avec le maximum de personnes parce que c'est là où tu vas savoir s'il sert à quelque chose. Et chaque input va te servir. Mais je pense que la différence d'où elle naît, en fait, c'est de la cinétique que ça prend pour lancer un projet. Parce que tu veux lancer une entreprise au Québec, ça te prend une après-midi. Littéralement, une après-midi. Puis quand je dis une après-midi, ça prend 15 minutes pour enregistrer ton entreprise. Là. En ligne, tu payes, je sais plus, 150 piastres, et puis tu as ton entreprise qui a ton nom, et puis c'est parti, tu es lancé. Go. Euh, voilà. Et donc, à partir du moment où tu l'as lancé, créer un site internet, je te le fais en 10 minutes. Donc voilà, mon site est créé. En une après-midi, j'ai mon site, j'ai l'entreprise qui est posée. Puis je vais à la banque avec ce compte d'entreprise, je crée un compte en banque, je peux le faire en ligne. Ça me prend 15 minutes aussi. Donc quand je dis en après-midi, tu as toute l'infrastructure qui est posée. En termes d'entreprise, comme cette cinétique-là, elle est rapide, en fait, la partie plus importante, c'est de discuter avec des gens, récupérer des idées, etc.
Parce qu'une fois que tu es prêt à partir, en un claquement de doigts, c'est fait. Je pense qu'en France, ça prend beaucoup plus de temps. Il y a plus une autre... Et donc, le temps que toi, tu le lances, etc., quelqu'un peut venir prendre à ta place et le lancer à ta place et prendre l'idée, etc. Mais c'est toujours un petit peu la difficulté que j'ai avec le modèle européen, je te dirais, c'est que c'est un modèle ultra concurrentiel pour très peu de moyens. Et je sais pas, il y a toujours un petit côté de ah, c'est mon idée, c'est mon truc, touche pas. Alors que ici, j'ai vu aussi en Amérique du Nord, aux États-Unis, etc. Oui, lorsque tu as une idée, c'est bien, mais ce qui compte, c'est une fois l'implémentation de l'idée. Si tu as les bonnes personnes avec les bons moyens, etc., peu importe que vous soyez 15 à avoir l'idée, c'est celui qui le fera le mieux qui va la faire. Donc c'est pas l'idée qui compte, c'est plutôt les gens qui sont posés. Donc nous, ici, quand tu veux lancer une entreprise, pour avoir des gros financements, etc., au début, tu commences par réunir les bonnes personnes. Ils regardent, est-ce que toi, tu as les compétences? Est-ce que vous avez des compétences en management, des compétences financières, des compétences en marketing dans la team que tu crées? C'est ça qu'ils regardent pour te financer ensuite. Est-ce que vous allez pouvoir le faire? Puis là, il peut y avoir des financements qui peuvent tomber pour vraiment augmenter ton entreprise. Est-ce que vous êtes rentable un petit peu au début aussi? Parce que au début, tu fais avec les moyens du bord, évidemment. Mais au-delà de ça, vous pouvez être 15 sur la même branche, ils peuvent financer les 15. Il y en a un qui va mourir. Il y en a un qui va réussir et les autres vont mourir en général. C'est le venture investment comme ils font ici. Là. Mais l'idée, c'est pas vraiment la concurrence de l'idée en lui-même. Si tu as une idée qui est géniale, évidemment, tu restes entre vous pour la construire pendant une petite année et ensuite tu la mets out à tout le monde. Mais il faut pas hésiter d'en parler autour de toi de l'idée ici, parce que c'est comme ça qu'ils disent, parce que c'est comme ça qu'elle naît vraiment, et c'est comme ça que tu vois que ça existe pour de vrai, si elle est utile, si les gens, et surtout ceux là où tu vas discuter avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans le sujet, il va te dire, bah tu sais, oui cette idée-là elle est bien, mais il faut que tu fasses attention à ça, à ça, à ça, à ça, et toi tu vas repartir, redessiner ton truc. Et tu vas discuter avec une autre personne, tu vas repartir et repartir, refaire ton dessin, de ton plan, ton business plan, etc. Puis c'est comme ça que tu grandis. Alors soit tu as tout de suite une équipe super solide avec un spécialiste du développement, tout ce que tu veux, et donc tu restes dans ton coin là. Soit quand tu pars avec de peu de moyens, bah tu fais confiance aux gens. S'il y a quelqu'un qui va la faire mieux que toi, c'est que de toute façon, concrètement, lorsque tu vas te retrouver un moment à la sortir et en concurrence avec d'autres gens, tu vas pas tenir. Donc tu gagnes mieux à récupérer le maximum d'informations pour te renforcer avant de te lancer que d'essayer de te cacher. Maintenant, je sais que le système français est un peu verrouillé à plein d'échelles, donc Mais ouais, c'est intéressant. Mais après, je dirais dans le système français, bon, même si les choses se sont simplifiées avec les auto-entreprises, etc., il y a encore des guéguerres dans les propres associations ou collectivités locales, entre les CCI, les chambres de métiers, etc. Et malheureusement, c'est dommage vu que la profusion d'idées ferait qu'on irait beaucoup plus loin et plus vite au final. Je parle, alors oui, dans la partie capitalistique, une entreprise est faite pour gagner de l'argent, mais ça peut être aussi dans de l'écologie, ça peut être dans plein d'autres choses. Et au final, et ça, Oui, tout à fait. on n'y pense pas en fait. Quoi, moi, c'est vrai que souvent je dis entreprendre. Déjà, bon, oui, c'est entreprendre, c'est un développement personnel, ça part de la personne, mais ça peut être juste à l'étape d'après deux personnes et pas forcément sous entreprise ni association, mais juste une collectivité. Voilà, on est deux, on se regroupe, on échange, et puis je dirais sur le papier, il y a rien quoi. oui, il n'y a pas besoin. Mais je pense que c'est quand même lorsque tu es que deux, c'est quand même nécessaire de se mettre une forme d'infrastructure. C'est pas obligé d'être une association, un truc officiel. Mais tu sais, de l'infrastructure, ça peut être, vous voyez tous les lundis à 15 heures pour faire le projet. C'est une forme d'infrastructure. C'est ce qui soutient le développement de ton projet. Et comme tu disais, c'est pas obligé de faire de l'argent. Je te parlais de tous les exemples de projets qui peuvent exister. Hein. Tant qu'il y a un problème et une façon de s'orienter pour aller le résoudre, parce que je pense pas qu'il y ait une entreprise que juste, bah, on va juste rien faire, si tu veux. Il y a toujours un problème en général à régler ou une vision à aller atteindre. Et donc, il va falloir quand même une forme d'infrastructure quelconque. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord que tu n'es pas obligé d'avoir quelque chose d'entreprise ou une association ou quelque chose comme ça. Mais il faut une infrastructure pour la soutenir.
Voilà les amis, donc aujourd'hui c'en est fini pour cette première partie de l'interview. Elle a duré un peu plus d'une heure, 1h10 je crois. Et donc voilà, je vous la propose en deux parties. Aujourd'hui nous avons parlé plutôt d'infrastructures, d'entreprises, de sociétés, de comment entreprendre, etc. Demain, nous irons plutôt dans le détail de quel est le travail exactement d'Abderrahim et aussi sur tout ce qui est motivation personnelle, comment changer ses habitudes. Ça a été assez profond et intéressant au niveau du sujet. L'interview durera à peu près 40 minutes, donc je vous invite dans les prochains jours à venir écouter cela. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à aller sur le Facebook de l'émission si vous souhaitez donner votre feedback. Ça serait très gentil de votre part. Et puis voilà, n'oubliez surtout pas, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.